Invité du journal, le premier avocat général de la République, Joseph Katwala, secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier. Il parle de la formation des officiers de police judiciaire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, une initiative appuyée par RCN, Justice et Démocratie. Monsieur le premier avocat général de la République, bonsoir. Bonsoir madame. Je précise que vous êtes aussi secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, une cellule qui n'est pas très bien connue. Pourquoi? Bon, c'est un service de renseignement. Il n'est pas là pour faire sa propre publicité. Et ce service qui n'est pas très connu est peut-être bien connu par les criminels parce qu'ils savent que nous les traquons et nous sommes derrière eux. Vous venez de lancer une série de formations, un séminaire, si on peut le dire, sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Mais pourquoi avoir choisi ce thème? Justement parce que les infractions ont toujours existé depuis que le monde existe. Mais le blanchiment a été incriminé dans notre pays à partir de 2004. Seulement, c'est à partir de 2009 que la cellule a vu ses animateurs nommés et que la lutte a effectivement commencé. Donc l'infraction de blanchiment, c'est une nouvelle infraction. Et dans les pays d'Europe, on l'a incriminé vers les années 1900. Et nous ne sommes même pas en retard. Le problème de blanchiment des capitaux et de terrorisme a commencé depuis très longtemps. Votre cellule existe depuis 2009, mais on ne sent pas de changement. Les mêmes problèmes reviennent, et surtout avec ce qui se passe dans l'Est, le problème de trafic de coltan et tout ça. Est-ce que votre cellule ne se sent pas capable de gérer ce genre de problème? Si, nous avons été formés pour gérer ce genre de problèmes, mais nous sommes moins nombreux. C'est pour ça que nous venons auprès de la police, avoir un soutien humain. Et moi, j'ai confiance dans notre police. Elle est très intellectuelle. Et je pense qu'avec les échanges de connaissances, elle va vraiment nous épauler à courir derrière les criminels. Donc, je ne vois pas de problème. Ensuite aussi, vous savez que nous n'existons que depuis 2009. Et on a existé à l'époque où il y avait les problèmes d'atteinte de point d'achèvement. Puis, après cette atteinte de point d'achèvement, il y a eu des problèmes électoraux, il fallait des élections. Et ensuite, il y a eu la guerre qui nous a été imposée à l'Est. Ça fait que l'attention de l'autorité était plus dirigée vers des questions sécuritaires que vers nous. Mais cela ne veut pas dire que l'autorité ne nous a pas soutenus. Il nous a soutenus. Aujourd'hui, vous vous retournez vers la police avec des OPJ. Qu'est-ce que vous attendez des OPJ? Ces OPJ, ce sont, comme je dis, des intellectuels. Ils sont sur terrain et ils mènent un travail, comment on dit, de proximité avec la population. Donc ils peuvent apprendre plus sur les blanchisseurs. Mais les mêmes qui sont critiqués aujourd'hui par la population pour des abus. Est-ce que vous connaissez une autorité qui n'a jamais été critiquée par la population? Surtout la population congolaise. Nous avons une population qui est très, comment il faut dire, notre peuple est un peu jaloux des autres. Il vous voit construire une maison parce que lui n'en a pas, donc vous êtes blanchisseur. Et moi, si je suis les dénonciations que je reçois, c'est tous les jours que mon bureau serait plein. Mais nous sélectionnons les informations et nous avons pour cela des cadres de la police pour nous aider à nous assurer que les informations que nous avons reçues sont Je suppose que les OPJ qui vont participer à cette formation ont déjà reçu une autre formation. Alors, est-ce que vous emmenez quelque chose de plus dans cette formation, peut-être ce qu'ils ne savent pas? Certainement, je me rappelle que l'autre fois, j'ai parlé aux OPJ du blanchiment des capitaux. Mais 3 ans après, j'essaie de dégager la typologie congolaise du blanchiment. J'essaie de dégager de la loi les infractions spécifiques de blanchiment. Et je pense que je vais leur communiquer ça. Qu'est-ce que nous avons trouvé comme typologie congolaise de blanchiment? Qu'est-ce que la loi incrimine comme comportement susceptible d'être qualifié de blanchiment des capitaux? C'est ce que je vais leur communiquer.
Monsieur le premier avocat général, vous savez aussi que s'attaquer aux personnes qui font du blanchiment d'argent, ça signifie que les OPJ seront obligés de s'attaquer aux plus forts et aux plus grands. Qu'est-ce que vous disponibilisez comme moyen pour eux, pour qu'ils ne soient pas tentés par une corruption peut-être? D'abord, leur très bonne moralité, leur nationalisme, et le reste suivra. Vous savez que ça ne suffit pas. Je sais que ça ne suffit pas, mais ça viendra. Est-ce que vous avez sélectionné ceux qui ont seulement une bonne moralité ou bien... Non, mais là, je pense qu'ils sont près d'une centaine. Nous allons travailler. Et dans un service de renseignement, il n'y a pas que les compétences techniques qui comptent. Le service de renseignement a aussi d'autres techniques. Il peut aussi avoir besoin de gens qui sont bourriques. J'ai confiance à la police congolaise et l'expérience que j'ai de mon service. J'ai une trentaine d'agents a montré que ces agents de mon service ont résisté pendant 14 mois impayés à toute tentative de corruption. Ce sont des êtres humains, vous savez. Et ils ont résisté. Et l'État, sensible à ça, a pu leur donner des salaires convenables. Et ils sont là, parmi ceux qui vont animer, en train de m'épauler. Donc, on ne peut pas dire d'un policier qu'il est d'avance corruptible. Non. Il est celui qui doit arrêter le corrupteur. Et c'est ce qui nous amène ici. Okay. Cette formation de 4 jours, est-ce que vous pensez que 4 jours, c'est suffisant? C'est suffisant, ce n'est pas suffisant. Suffisant pour qu'ils puissent avoir les idées générales. Mais nous avons dit que pour ceux qui vont être formés comme formateurs des autres, nous allons faire une formation approfondie sur la criminalité financière. Dans 2 ans, je totalise près de 17 millions de dollars de recettes qui ont été versés au compte du Trésor. Et ces clowns en cravate se retrouvent en prison? Mais vous pensez que c'est le petit peuple qui a les 17 millions pour les verser au Trésor? Est-ce que ces gens que vous avez arrêtés se retrouvent en prison? Non, mon objectif n'est pas d'arrêter. Quand bien même j'ai de la loi le pouvoir d'arrêter, je préfère moi me contenter de la lutte contre la criminalité financière et d'utiliser les moyens que la loi met à ma disposition, dont notamment les blocages des comptes. Le blocage des comptes fait plus mal que l'arrestation. Donc je ne veux pas arrêter chez moi, le parquet va arrêter. Si j'estime qu'un fait nécessite une arrestation, je fais rapport au procureur général de la République qui désigne un magistrat pour pouvoir arrêter. Mais je ne veux pas de confusion entre ce que je fais comme agent de renseignement et mon métier de magistrat. Quoique c'est presque la même chose, vous savez aussi. C'est presque la même chose, mais ça c'est un service spécialisé qui a ceci de particulier, qui répond aux normes internationales et que ce que moi je fais ici est surveillé et critiqué par mes collègues belges, français, américains et consorts. Donc je ne peux pas ici me livrer à un jeu de tâtonnement. Il faut que chaque fois que je pose un acte, je sois sûr que mes collègues belges ou français vont trouver que ce que j'ai posé comme acte, je l'ai posé comme si c'était eux-mêmes, s'ils étaient eux-mêmes concernés, et que j'ai posé cet acte dans de bonnes conditions. Monsieur le premier avocat général de la République, après 4 jours, qu'est-ce que vos policiers vont faire? Ils vont aller dans l'Est pour former leurs collègues? Non. Après 4 jours, nous allons avec les autorités de la police mettre sur pied une équipe de 15 ou 20 policiers que nous allons former. Et cette vingtaine de policiers va être éparpillée dans toutes les provinces pour former les autres policiers. Mais je pense qu'il est très important que l'équipe que nous formons soit attachée à la CNRF pour recevoir nos réquisitions, pour exécuter nos devoirs. S'ils savent bien, s'ils connaissent bien la loi, ils le feront bien. Et leur présence sur le terrain va nous assurer une certaine autorité, une certaine crédibilité. Ok, on va terminer. Une dernière question. Est-ce qu'ils vous rassurent qu'ils vont aussi travailler en toute indépendance? Mais je vous ai dit que je crois à leur bonne moralité, à la discipline de leur chef. Et ceux qui vont pouvoir verser dans les erreurs seront éjectés. C'est un service très délicat parce que nous travaillons avec les gens qui ont l'argent. Alors, et puis les gens qui ont l'argent, ils parlent toujours. Donc, s'ils prennent l'argent, ces gens finiront par parler. Et dès que nous apprenons que vous avez été approchés, nous vous faisons sauter. Nous attendions que vous puissiez arrêter un policier qui s'est fait corrompre. Ça sera un bon exemple.
Bon, mais ce n'est pas moi qui arrête, j'informe le général, par exemple, qui prend des mesures disciplinaires. Je ne veux pas arrêter un policier. Ok, un dernier mot avant de terminer. Non, je suis heureux de l'organisation de cet atelier, des efforts qu'a fourni le général, et le RCN, pour que nous puissions échanger avec nos frères de la police judiciaire. La police judiciaire a toujours travaillé avec les magistrats. Je crois que nous nous connaissons. Maintenant seulement, nous venons leur donner un supplément d'informations. Et comme l'a dit le représentant du RCN, le blanchiment nous a amené la guerre à l'Est. En fait, la guerre que nous avons à l'Est, ce n'est pas une guerre gratuite. On l'a fait pour nous voler nos matières précieuses. Elle est financée par l'argent sale. Et c'est dans ce sens-là que, en formant la police, en les informant de ce qui constitue l'infraction de blanchiment des capitaux, nous sommes sûrs que la population sera protégée dans son niveau le plus éloigné. C'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Une femme condamnée à 20 ans de servitude pénale principale pour avoir jeté son enfant d'1 année et 3 mois dans la rivière Ndjili. Le ministère public, pas content de la peine, prévoit d'aller en appel pour solliciter une peine de mort car selon l'organe de la loi, cet enfant avait droit à la vie. Vous avez aussi suivi l'affaire de l'avocat traîné en justice par son client pour abus de confiance. Le dossier est passé cette semaine au tribunal de grande instance de la Gambie. Et la police nationale congolaise s'en va en guerre contre le blanchiment des capitaux. Une 60aine d'OPJ sont en formation pour leur permettre de s'attaquer contre cette pratique. Complètement terminé pour ce journal d'information judiciaire. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine occasion. Thank you.